Le corps, notre partenaire de vie. On parle souvent de prendre soin de soi, d'écouter son intuition, d'aligner sa vie. Mais qu'en est-il de notre corps dans tout ça? Pas de notre silhouette, pas notre performance. Je parle de notre corps, celui qui sait, celui qui prévient, qui porte, celui qui ne ment jamais. Imaginons qu'on le regarde autrement, non pas comme un outil qu'on pousse à bout, mais comme un partenaire de vie. Un compagnon aussi loyal que possible, parfois fatigué, souvent incompris, mais toujours là. Et si on réapprenait à collaborer avec lui? La relation au corps, et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, on va parler du corps dans lequel on vit et de la relation qu'on entretient avec lui selon la perception que j'en ai à travers ma propre expérience et celle de mes coachés. Car non, ce n'est pas juste un véhicule ou une enveloppe. Il est la seule chose qui nous donne accès à la vie matérielle du premier au dernier souffle. Il enregistre tout. Les blessures, les joies, les stress, les silences. Il a besoin de nous tout comme nous avons besoin de lui. Alors je te propose aujourd'hui d'arrêter de le voir uniquement comme un instrument et de commencer à le traiter tel qu'il est réellement, notre partenaire de vie. Depuis le moment de notre conception jusqu'à notre mort, notre corps nous accompagne dans la plupart de nos expériences de vie. C'est notre principal partenaire au quotidien. Sans même rentrer dans les considérations de l'âme ou de conscience individuelle et collective, le corps est notre interface directe avec le monde physique. On a tendance à le prendre pour acquis, car c'est par lui que nous sommes perçus par les autres. C'est le lieu d'expression de nos émotions, de nos sensations. Il nous permet d'exister dans le monde de la matière. En fonction des informations internes et externes qu'il capte, nous pouvons juger une situation à partir de notre référentiel personnel. À quoi sert-il d'être en vie si ce n'est l'expression de soi ? Qu'est-ce que c'est que l'expression de soi? L'expression de soi correspond à l'impact de notre esprit, de notre âme dans le monde physique. Quand on parle d'expression de soi, on pense à parler, crier, chanter, bouger, danser, écrire, s'habiller selon un style particulier. Oui, ça fait partie du panel à notre disposition pour nous exprimer, mais pas que. Ce qui se passe dans notre corps est aussi de l'expression de soi. L'expiration, les soupirs, la maladie, la guérison, le plaisir, le contact sont aussi des moyens d'expression. As-tu déjà eu la sensation que l'atmosphère change dans une pièce en fonction des personnes qui s'y trouvent? Même quand on ne fait rien de spécial, nous avons une aura qui bouscule notre environnement. C'est cette aura, ou pression spirituelle pour les fans de manga, qui fait que, même immobile, les autres savent qu'on est là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une empreinte qui est laissée par notre simple existence. Alors la peur de s'exprimer serait-elle une peur d'exister? Parfois, nous avons peur de déranger les autres. On veut se faire tout petit, soi-disant. Comprenons-nous bien, je ne dis pas soi-disant parce que je pense que nous sommes hypocrites. Je dis cela parce que je pense qu'on ne naît pas pour ne pas exister. Sinon, autant rester à l'état spirituel sans passer par la case monde physique. Même quand tu ne veux pas consciemment qu'on te voie, ton corps parle pour toi. Tu prends plus de place que ce que tu voudrais et ça se remarque. Ton physique est plus menu que la normale. Tu es plus grand ou plus grande ou plus petite que ces autres dont tu veux te cacher. D'une façon ou d'une autre, ton existence, ta présence a un impact sur le monde dans lequel tu vis. Tu as le droit d'avoir peur de ne pas passer inaperçu. Tu peux essayer de te cacher, de disparaître, etc. C'est ton droit. Après tout, tu as ton libre arbitre. La question que je te pose aujourd'hui, c'est pourquoi? En 2 mots séparés. Pour vivre quoi? Pour ressentir quoi? Pour obtenir quoi? Pour être quoi? Pour être qui? Est-ce que l'indifférence des autres te fait du bien? As-tu peur de ne pas être suffisamment fort ou forte pour affronter l'impact que les autres ont sur toi? Est-ce que tu as déjà fait du mal à quelqu'un en le regardant? Tu as toujours le choix. Parler ou te taire, rester ou partir, bouger ou te figer,
regarder ou ignorer, écouter ou faire la sourde oreille? Pourtant, je pense que chaque individu s'incarne pour vivre des expériences spécifiques, accomplir une mission et apprendre à surmonter des obstacles différemment de l'expérience précédente. C'est un choix que tu as fait avant de naître. Qu'es-tu venu apprendre, transmettre et vivre dans cette vie? Qui fixe les règles de ta vie à part toi-même? Les autres ont-ils le droit de vivre comme ils l'entendent? Et toi? Et pourquoi? Je t'invite à t'interroger sans forcément raisonner. Tu auras peut-être une réponse qui te mettra sur la voie. Selon moi, le corps est comme un syndicaliste de notre équipe interne. Nous avons à notre service, à nos côtés, tout au long de notre vie, toute une équipe interne. Notre corps, bien sûr, notre mental, notre intuition, nos émotions, notre enfant intérieur, notre moi idéal, etc. Toutes ces parts de nous qui font que nous sommes des individus complexes ne veulent qu'une seule chose, notre bien. À leur façon, elles cherchent à nous protéger, à nous accompagner, à nous aider. Alors évidemment, elles ont chacune leur propre vision de ce qu'est notre bien, n'est-ce pas? Et elles font de leur mieux, mais c'est pas toujours au bénéfice de ce que nous considérons comme notre bien. Je pense que parmi nos missions de vie, nous avons celle d'être des leaders pour cette équipe interne. Mais nous nous comportons souvent comme des dictateurs, ignorant sciemment les besoins de cette dernière au profit de nos objectifs et de ce que nous pensons que la société attend de nous. Le corps étant le médium de l'incarnation, en nous donnant accès à des sensations et aux mouvements, il est le syndicaliste de cette équipe. C'est par lui qu'elle s'exprime avec des signaux auditifs, visuels, olfactifs, gustatifs et kinesthésiques. Quand plusieurs membres de l'équipe interne sont en désaccord et se sentent excessivement ignorés, voire carrément bafoués, il se manifeste via une altération de notre santé. D'ailleurs, personnellement, j'ai tendance à croire que la santé mentale est le noyau de notre santé physique. Par résonance, elle se répercute sur tout notre système comportemental et physique. Le corps fait de son mieux. Au début, il a tendance à négocier une envie particulière qui pop dans notre esprit, soit alimentaire, soit d'activité. Une crispation, une petite douleur, de la fatigue légère. Puis, quand on s'obstine, il manifeste un peu plus fermement des tensions, des migraines, des maux de dos, des troubles digestifs. Et si on ne l'écoute toujours pas, alors là, il bloque carrément la machine. Burn-out, arrêt, dépression, maladie, etc. Le corps, c'est le syndicaliste le plus honnête qu'on ait. Il ne cherche pas à saboter, il cherche à protéger. Et plutôt que de pester quand ça arrive, je t'invite à le remercier pour l'information et à te demander ce que cette situation t'autorise à vivre. Parce que si jamais tu es du genre à te dire « je me reposerai quand je serai mort ou morte » ou « je tiens tant que je peux et puis quand je tomberai, là je verrai ce que je fais », eh bien, sache que plus ça va, plus ta marge de manœuvre va se restreindre pour que tu arrêtes d'arriver à des seuils critiques qui te mettent littéralement en danger de mort. Je rappelle que ton système souhaite qu'une seule chose, c'est que tu restes en vie. La procrastination et la maladie sont d'ailleurs des signaux pour attirer ton attention sur quelque chose qui est à réajuster. Comme je te l'explique dans une autre vidéo sur YouTube et dans le programme de formation pour sortir de la procrastination, cette dernière qu'on qualifie de mauvaise manie de remettre à plus tard ce qu'on devrait faire tout de suite, mais en fait c'est un symptôme d'un possible désalignement, d'une surcharge qui se manifeste par une résistance inconsciente. Logiquement, tu te dis que tu as envie de finir avec cette tâche qui te prend la tête et que ce sera mieux une fois qu'elle sera achevée. Malgré tout, quand vient le moment de t'y mettre, tu es incapable de te concentrer pour y arriver efficacement. Et même s'il arrive que tu y parviennes en te forçant un peu, se forcer constamment sans prendre connaissance du message sous-jacent n'est pas toujours la meilleure option. La maladie arrive souvent après une grosse période de forcing parce que notre équipe interne ne supporte plus cette pression, cette négation de nos besoins. Combien d'entre nous ont déjà déclenché des sinusites ou des rhinopharyngites le vendredi soir juste avant une période de vacances, ou ont été stoppés en plein élan par une grippe carabinée, voire même une dengue, une semaine avant une grosse présentation? La maladie, le mal qui a dit, est une demande de pause pour être plus à l'écoute de nos besoins et le cas échéant de procéder à un réajustement radical. Il y a un dicton qui dit: dans la vie, on a 100 000 problèmes jusqu'à ce qu'on ait un problème de santé. À ce moment-là, on n'a plus qu'un seul problème: retrouver la santé. L'idée ici n'est pas de te blâmer si jamais tu tombes malade
ni pour toutes les fois où tu es déjà tombé malade. Mon propos vise à attirer ton attention sur le fait que la procrastination, tout comme la maladie, sont des messages que ton équipe interne t'envoie pour t'inviter à renforcer la connexion avec toi-même. J'ai d'ailleurs moi-même été plusieurs fois gravement malade et tout aussi en colère de l'être parce que, tu comprends, j'avais bien autre chose à faire que d'être malade à ce moment-là. Je culpabilisais, je me sentais impuissante face à cette situation de repos obligatoire. Mais en fait, chacun de ces épisodes de focus sur ma santé a été pour moi l'opportunité de remettre en question mon mode de fonctionnement ou ma perception de la situation du moment. J'ai appris à ralentir, à déléguer, à accepter de l'aide, voire même à la demander. Et avec le recul, je ne serais sans doute pas devenue la personne que je suis aujourd'hui et je serais passée à côté d'un certain nombre d'expériences qui sont maintenant des souvenirs précieux que je chéris sans ces moments où j'ai été stoppée par mon corps. Donc, ce que je t'invite à faire quand tu remarques que tu es en train de procrastiner ou que tu sens que tu es en train de tomber malade, plutôt que de te forcer ou de te blâmer et de culpabiliser, observe quel est le message qu'il y a derrière. Pose-toi la question, qu'est-ce que ça m'invite à faire pour me sentir mieux? Parce que en fait, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. En te demandant, et si mon corps ne me freinait pas, mais qu'il me ramenait vers un rythme plus juste pour moi? Une notion que j'aimerais aborder avec toi maintenant, c'est l'acceptation de soi. Parce que pour moi, je pense que c'est important de s'accepter pour pouvoir se réconcilier avec son corps. L'acceptation de soi signifie consentir à se supporter, à s'admettre, se tolérer, s'approuver tel que nous sommes à l'instant T. C'est considérer que nous sommes justes et corrects, et pas juste corrects, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que c'est si difficile à mettre en pratique pour certains ou certaines d'entre nous, alors que le concept est relativement facile à appréhender? C'est tout simplement parce que souvent, on considère les autres comme notre référence. Qu'on soit une fille, un garçon, non-binaire, grand, petit, gros, mince, moyen, noir, blanc, jaune, marron, rouge, bref, t'as compris. Bien souvent, pour définir notre propre valeur, nous nous basons sur ce que nous observons naturellement le plus, les autres. Bien que nous savons que nous ne sommes pas ces autres, comme le chante si bien Céline Dion, nous nous comparons à eux et nous faisons d'eux notre référentiel. Pour satisfaire notre besoin d'appartenance, il est courant que l'on cherche à s'intégrer, à se faire aimer d'autrui, bien avant de s'aimer ou de s'accepter soi-même. Nous sommes pourtant différents de ces autres et dans notre expérience de vie, dans notre ressenti, dans notre corps, dans nos besoins, dans nos envies, dans nos désirs, dans nos goûts, il y a des subtilités qui font que nous sommes nous. Notre condition est toujours discutable à nos yeux. Si on est exceptionnel, on voudrait se fondre dans la masse. Quand on est moyen ou entre guillemets normal, on se sent invisible, on voudrait être spécial. On a parfois du mal à comprendre ce que ceux qui nous aiment nous trouvent et on rêverait d'attirer l'attention de ceux qui ne savent même pas qu'on existe. Alors, si la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous ne sommes pas très charitables envers nous-mêmes. L'acceptation des autres se fait sans trop d'efforts, alors que l'acceptation de soi nous semble très compliquée. Et d'ailleurs, bien souvent, on a besoin de se faire accompagner dans ce sens. Après tout, les autres, ils sont comme ils sont. Ils et elles ont leurs défauts, mais tellement de qualités. Alors nous considérons que c'est nous qui devons changer pour mieux nous adapter aux autres. Nous courons donner de l'amour aux autres avant même de nous en être donné en premier. S'améliorer est une quête infinie. Nous identifions les défauts que nous aimerions corriger bien plus rapidement que les qualités que nous avons et que tant d'autres chérissent chez nous. Il est important d'être meilleur que notre version actuelle, plus aimable, plus cultivé, plus en forme, etc. Et d'ailleurs, il y a plein de messages marketing qui jouent dessus. Soyez la meilleure version de vous-même. Et on s'engage dans une course vers l'avant avec parfois l'œil fixé sur le rétroviseur avec des «c'était mieux avant», à la conquête d'un soi différent de ce qu'on est actuellement. De mon point de vue, comme on fait toujours de notre mieux, eh bien en fait à l'instant T, on est la meilleure version de soi-même. Mais bon.
Ce besoin d'évoluer est quand même ce qui maintient la vie en chacun de nous. On a envie d'apprendre, on a envie de s'exprimer, on a envie de réaliser des projets pour laisser notre empreinte dans ce monde. C'est une de nos raisons d'être. Mais je me pose néanmoins la question, est-ce qu'évoluer signifie uniquement se changer? Parce qu'après tout, nous n'avons même pas encore pris le temps de nous connaître nous-mêmes que nous voudrions déjà être différents. Comment savoir si on a réussi à changer si on ne connaît pas la personne qu'on était au départ? Ce serait bien de commencer par apprendre à se connaître pour s'accepter, voire même s'aimer. Parce qu'en plus, nous sommes la personne avec qui nous passons le plus de temps. C'est dommage quand même de gaspiller tout ce temps avec quelqu'un que nous n'apprécions pas. Tout simplement parce que nous n'avons pas pris le temps d'apprendre à connaître cette personne. Alors évidemment, nous connaissons nos défauts, bien que il y en a forcément qu'on occulte pour pouvoir se supporter, n'est-ce pas? Par contre, nos qualités, combien d'entre nous commencent à bégayer après avoir cité 2 malheureuses qualités quand on nous demande de les énoncer? Petite alerte disclaimer, nous n'aurons jamais accès aux autres comme nous avons accès à nous-mêmes. Qualités, défauts, compétences, aptitudes, rêves, caractères. Si nous apprenions d'abord à considérer ce que nous avons à notre disposition, accepter ce que nous sommes maintenant, nous pourrions éventuellement nous apprécier comme nous apprécions une autre personne. Parce que quand même, nous sommes une personne particulièrement spéciale et importante pour nous. Puisque si jamais nous, on n'est pas là, eh bien en fait, on ne peut pas vivre. Et ensuite, en fait, on pourra voir ce qu'il nous est possible de faire avec nous-mêmes. Pour nous d'abord et pour les autres. Selon moi, l'acceptation de soi est le premier pas vers l'authenticité, la sérénité et aussi l'écologie sociale. L'écologie, c'est l'équilibre favorisant le mieux-être de tout un chacun. Cette mise en œuvre de l'acceptation de soi est loin d'être confortable, surtout au début, parce que cela demande de remettre en question son système de référence qui critique négativement tout ce qui n'est pas comme les autres. Cependant, si chacun et chacune commençait par s'accepter davantage, il est certain que tout le monde y gagnerait. Une des étapes de l'acceptation de soi, c'est la réconciliation avec notre corps. Parce que revenons au corps. Là, aujourd'hui, on est là pour en parler en tant que partenaire de notre vie. Celui qu'on habite, il a un mode de fonctionnement qui nous échappe parfois. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a de la fièvre après une grosse colère? Qu'est-ce qui fait qu'on se foule ou pas la cheville en faisant un faux pas? Prendre soin de notre corps fait partie des besoins primaires relatifs à notre survie. Alors, quand je parle de prendre soin de notre corps, oui, il y a l'alimentation, le sport, la santé. On pense souvent à le nourrir d'aliments et de boissons, mais on oublie aussi parfois que communiquer avec lui de manière consciente et surtout valorisante, c'est aussi une façon de le nourrir. Il est important de porter une attention particulière à notre corps et de lui parler comme si on s'adressait à un ami. Il est le plus fidèle qui soit, même si la maladie parfois nous donne l'impression qu'il nous a trahis. Est-ce que tu as déjà essayé de parler à ton corps directement? À part pour lui dire, tu es moche, tu es gras, t'es un boulet, t'es incapable, etc. Parce que soyons clairs, tu as le droit de penser tout ce que tu penses de bien ou de moins bien vis-à-vis de ton corps. Je ne suis pas là pour porter des jugements à ce propos. Ceci dit, en fonction de tes objectifs de vie, je pense qu'avoir un corps dans les meilleures conditions possibles est un atout pour réussir à les atteindre. Donc je t'invite à essayer de lui parler et de l'encourager comme tu aimerais que ton ou ta meilleure amie le fasse. En particulier dans les moments où tu le sens faible. Si jamais ça te semble difficile, c'est ok. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est un petit exercice en 2 phases pour y arriver. Première phase, je t'invite à t'isoler et à dire à haute voix tout ce que tu penses de mal de ton corps. Si ça te semble irréel, tu peux t'enregistrer pour écouter ta voix de l'extérieur. Mon corps, voici ce que je pense de mal de toi. Et là, tu débites tout ce qui te vient à l'esprit sans filtre. Observe la façon dont tu te sens une fois que tu t'es dit toutes ces choses. Est-ce que tu te sens mieux dans ton corps? Ça, c'était la première phase. Deuxième phase. Tu vas lui présenter tes excuses. Donc, tu vas t'adresser à ton corps directement et tu vas lui présenter tes excuses comme tu aimerais que quelqu'un qui t'a blessé le fasse.
Tu lui dis tout ce que tu apprécies chez lui et si la liste comprend moins de 5 choses, je t'invite à promettre à haute voix d'être plus attentif ou attentive à ce qu'il fait de bien à l'avenir. Et, là encore, observe la façon dont tu te sens une fois que tu t'es dit toutes ces choses. Est-ce que tu te sens mieux dans ton corps? N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu as essayé, ce que ça t'a fait. Une fois que tu as initié la démarche pour te réconcilier avec ton corps, je vais t'inviter en fait à l'écouter davantage et à collaborer avec lui. L'écouter, ça signifie prendre le temps de ralentir ta course quotidienne pour observer ce que tu ressens, comment tu respires et comment tu vas dialoguer avec ton corps. Parce qu'un dialogue, comme son nom l'indique, ça va dans les deux sens. Tu lui demandes à chaque minute d'être là pour toi et lui aussi, il a besoin de pouvoir te parler sans rester systématiquement dans le vent. Parce qu'il tente sans cesse de communiquer avec toi à travers tes ressentis, tes émotions, etc. Et en fait, tout comme toi, tu peux te lasser d'être dans une relation où tu as l'impression de donner et de ne pas avoir quelque chose en retour, ton corps, lui, il peut se lasser d'être ignoré. Et quand ça arrive, il y a des troubles qui apparaissent. La procrastination, voire la maladie, plus ou moins grave, comme on en a déjà parlé. Collaborer avec ton corps, ça signifie que vous allez décider ensemble de ce qu'est la meilleure stratégie pour toi qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Parce qu'il est là pour t'aider. Alors tu peux lui demander ce qu'il te propose pour que tu puisses mieux vivre certaines situations ou de quoi il a besoin pour mieux t'accompagner dans le sens que tu as décidé. Tu pourras ainsi poser des actes en conscience, comme boire, dormir, bouger, respirer, et aussi choisir de façon éclairée ce qui est à éviter de faire. Alors comment on fait ça? En lui parlant encore une fois directement, en lui posant la question, mais surtout en écoutant la réponse. Parce que cette réponse, elle peut venir sous différentes formes de sensations corporelles, de chaleur, de fraîcheur, de chatouille, de fourmillement, de pensée. Et en fait, écouter son corps, ce n'est pas simplement attendre qu'il hurle, c'est faire attention pour capter le message quand il est encore au stade du murmure. Tu peux aussi décider de mettre en place un code particulier pour qu'il puisse capter ton attention plus rapidement, même quand tu es embarqué dans le train-train quotidien. D'accord? Une fois qu'on a renoué avec notre corps, qu'on a appris à l'écouter, vient le moment de bouger avec lui, pas contre lui. Tu l'as déjà peut-être remarqué, si jamais tu m'écoutes depuis quelque temps, mais le concept de se battre contre soi-même, c'est un paradigme que j'aimerais contribuer à abolir. Exercer son corps, c'est bouger pour réactiver la joie. Le corps a besoin de mouvement et de rester mobile et réactif pour assurer sa fonction de véhicule partenaire de notre évolution. On a tendance à croire que pour l'entraîner, il faut absolument faire du sport de façon douloureuse, contraignante, avec de longues séances. Pourtant, ce qui est vraiment important, c'est de le maintenir en mouvement régulièrement. Tu connais le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc si jamais tu as besoin de retrouver de la souplesse et de la mobilité, tu peux t'exercer sans poids, n'importe où, simplement en répétant les actions que tu souhaites améliorer. Tu as à ta disposition tous les éléments pour évoluer à ton niveau. D'ailleurs, même si jamais tu es plus que débutant, le seul prérequis, c'est d'avoir un corps. Donc tu peux commencer là où tu es. À la limite, commence par un mouvement qui est tellement simple que tu le trouves ridicule à réaliser. Par exemple, tourner les yeux puis la tête dans une direction et reviens au point initial, toujours en faisant attention à bouger les yeux avant la tête. Comme on dit chez nous, c'est Gandhiri qui a plein sac d'iri. Un marathon, c'est une succession de un pas. D'accord? L'objectif, c'est pas de te punir ou de compenser ce qui s'est passé avant, mais bien de retrouver le plaisir d'habiter ton corps. Rendre les gestes fonctionnels, ludiques, vivants, c'est aussi une façon de dire à ton corps, je suis avec toi et pas contre toi. Et pour ça, rien de mieux que de limiter, voire réduire au maximum la contrainte de s'y mettre. C'est-à-dire que plutôt que de te dire, il faut que je sois inscrite ou que je sois dans une tenue particulière, etc., commence là où tu es maintenant. Le mouvement, comme je te disais tout à l'heure, tu n'as besoin que de ton corps pour pouvoir le faire. Plus tu y prends du plaisir, plus tu ressens de la joie, plus tu auras envie d'être régulier ou régulière et
plus tu auras l'énergie de persévérer jusqu'à ce que tu atteignes les résultats que tu vises. Regarde comment les enfants fonctionnent. Ils bougent dans tous les sens, ils prennent du plaisir, ils s'amusent et en fait, ils vont répéter une activité tant qu'ils y prennent du plaisir. Mais en fait, toi, même en tant qu'adulte, tu peux reproduire ce schéma-là, à savoir, je ressens du plaisir, je vais chercher la joie dans mes activités et donc du coup, ça va m'aider à persévérer jusqu'à atteindre mon objectif. D'ailleurs, comme je te disais, il y aura un épisode qui est dédié à l'effet cumulé, à la loi des petits pas, pour t'expliquer plus en détail quel est l'intérêt de fonctionner comme ça. Tes articulations, elles ont besoin de mouvement pour rester en bon état. Alors, autant le mouvement à outrance sans diversité peut déclencher une usure prématurée, autant l'immobilisme peut provoquer sur certaines articulations carrément de la calcification. Donc, je t'invite à écouter ton corps pour bien identifier tes besoins. Ton corps ne te demande pas d'être parfait ou parfaite. Il te demande d'être présent ou présente et d'arrêter de l'ignorer quand il murmure. Parce qu'on n'a pas envie qu'il crie. Quand il crie, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à toi et ne plus attendre que la maladie te force à te reconnecter à toi-même pour mieux vivre. Tu l'as compris, je pourrais parler de la relation au corps toute la journée, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie d'être entré dans cette bulle avec moi et d'être toujours connecté. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, tu n'hésites pas à soutenir la chaîne en laissant un like et un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Et puis bien sûr, si jamais tu as des questions, je suis disponible pour y répondre dans l'espace commentaire également. Tu peux me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur, parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!